Donc, c'est quelque chose, c'est un matériau qui va rendre de plus en plus rapide une réaction. Et donc, il va permettre lorsqu'on veut utiliser ça pour, par exemple, produire de l'hydrogène, de pouvoir produire de l'hydrogène avec beaucoup plus de rapidité, de quantité et avec un bien meilleur rendement. Donc, aujourd'hui, on en est là. Alors, qu'est-ce qui est de la science-fiction et qu'est-ce qui est de la science? La science, c'est que oui, on utilise des nanomatériaux, ça existe. Il y a des productions, il y a des grands producteurs aussi de nanomatériaux, on peut en faire des milliers de tonnes. Et qu'est-ce qui est de la science-fiction? C'est lorsque on essaye de mettre plus de fonctionnalités, donc d'en faire une matière vivante. Là, ça devient de la science-fiction. Ça ne veut pas dire que ça reste la science-fiction. Peut-être qu'un jour, on saura le faire, mais on ne sait pas encore faire des matières vivantes qui soient de l'ordre du nanomètre. Il y a eu quelques exemples où on a réussi à faire des moteurs moléculaires. Mais ces moteurs moléculaires, bon, c'est des petites hélices. Ça veut dire que c'est une molécule qui va tourner sur elle-même parce qu'on va faire une réaction chimique qui fait qu'il y a plus d'agitation thermique. Donc, la température fait bouger le petit moteur moléculaire. Mais on n'est pas capable de faire des choses plus compliquées. Il y a eu des projets qui étaient des projets très ambitieux où on voyait des espèces de voitures qui étaient de l'ordre de quelques molécules. Donc, c'était assez impressionnant à voir. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réalisable. Ça se fait dans des conditions qui sont très, très loin des conditions environnementales. Ça veut dire qu'il faut descendre très bas en température. Il faut être dans des conditions de vide très poussées. Donc, on ne parle pas des applications qui sont aujourd'hui faisables. Donc ça, c'est la limite qui existe entre les nanosciences et les nanotechnologies et la nanoscience-fiction. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on ne peut pas tout faire et qu'aujourd'hui, on est encore assez loin des rêves qu'il y avait dans les années 60-70. Donc, ce n'est pas vraiment une révolution, c'est plus une évolution. On fait des matériaux qui sont meilleurs, qui sont plus efficaces, qui sont plus rapides, plus économiques. Mais ce n'est pas la révolution qui est peut-être attendue comme une révolution industrielle majeure. C'est vrai d'à peu près toutes les sciences d'ailleurs. Enfin, quand on est dans le domaine scientifique, on voit qu'il y a beaucoup moins de révolutions que si on est une audience un public un peu plus large. Donc ça c'est la première chose. Vous qui avez une différence vous qui avez la vision entre j'allais dire, l'école française, américaine et israélienne, il y a aussi des différences d'école dans ce domaine, des différences de vision, de perspective, où tout le monde travaille de la même façon, avec les mêmes ambitions au niveau de la recherche. Je crois que… Ah, voilà, il vient de rentrer. David? C'est rebranché? Oui, voilà, c'est bon. Désolé. David? Oui, Yael. On a été coupé. Oui, on a été coupé. D'accord. Tu as pu entendre ma question? Non, je n'ai pas entendu la question. La question était de savoir s'il y avait tu connais les trois grandes écoles, j'allais dire, de nanotechnologie française, américaine, israélienne. Est-ce qu'il y a une différence d'approche, de vision, de projet dans ces domaines? C'est un domaine qui est, j'allais dire, universel, où tout le monde travaille de la même façon, avec les mêmes ambitions, ou au contraire, se développent des écoles avec des perspectives et des ambitions qui sont différentes dans les trois pays que tu connais? Oui. Il y a un quatrième pays que je connais très bien et qui est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est la Chine. D'accord. Et non seulement il est important pour la Chine continentale, mais la plupart de mes collègues des États-Unis sont chinois.
Je pense qu'on est un des seuls pays en Israël où il n'y a pas, de chercheurs chinois dans le domaine dans lequel je travaille. Et oui, il y a des différences d'approche. L'école chinoise, c'est une école qui est très pragmatique. On va chercher d'abord l'application, on va chercher d'abord le résultat, plus que le concept. L'école européenne, plus que française, je suis d'accord, Avi, mais plus européenne, c'est le concept. Donc, on est là pour faire une approche conceptuelle d'un domaine. Et l'approche américaine, c'est une approche on va chercher des idées, mais des idées dans un domaine qui est plus applicatif. Donc, si on veut fractionner comme ça, c'est vrai que c'est l'approche qui est très proche d'Israël. Israël et les États-Unis, hein, la plupart du temps, les chercheurs ont été formés là-bas ou ils vont là-bas. J'ai des très bons collègues qui ont un double poste d'ailleurs. Professeur Shimon Weiss de Bar-Ilan a un poste à Los Angeles et un poste à Bar-Ilan. Donc, ça arrive très souvent qu'il y ait deux postes et on a beaucoup de contacts avec les États-Unis. On avait de plus en plus de contacts avec la Chine et puis ça s'est un peu refroidi pour des raisons géopolitiques. Mais oui, il y a des différences d'approche. Ouais, il y a des différences d'approche. J'espère qu'on ne va pas être coupé encore, mais ce n'est pas à cause de la question. Hein, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère qu'on va rester en ligne encore un peu. Et s'il y a du mauvais temps, de temps en temps, ça coupe. Donc, je vais prendre un exemple qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est en parlant de nouveaux immigrants qui ont contribué à Israël. Il y a deux nouveaux immigrants. Ils ont fait leur alia il y a un petit moment. Ils ont fait leur alia en 1947 et en 1953, je crois, pour les deux. Donc, ça fait un moment. Et il s'appelait pour le premier Zvi Tabor et le deuxième Lucien Broniski. C'était deux chercheurs très jeunes. Zvi Tabor, c'était un chercheur anglais qui venait d'avoir sa licence, hein, donc il n'était pas docteur ou quoi que ce soit. Et c'était un jeune physicien très prometteur qui était en Angleterre. Et il a décidé de faire son alia et de venir contribuer à monter la physique en Israël. Et quand on est un jeune chercheur, en général, on veut faire de la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on a des grandes idées et on veut aller faire de la recherche académique. Et il a rencontré David Ben-Gurion, qui lui a dit, en Israël, on a surtout un seul problème, c'est qu'on veut utiliser l'énergie solaire. Et il lui a dit, tu vas monter un centre de recherche sur l'énergie solaire dans le Negev. C'est ce qu'il a fait. Et il a réussi c'est lui qui a inventé les panneaux solaires qu'on voit jusqu'à aujourd'hui en Israël sur tous les toits, qui permettent de chauffer l'eau. Donc, son invention, c'était, ça paraît, on sait que le soleil chauffe, hein, ça, tout le monde le sait, mais son invention, ça a été de mettre sur la vitre qui est au-dessus du panneau solaire, il a mis un film qui était anti-réfléchissant uniquement pour les photons qui sont importants pour chauffer, qui sont des photons qui sont dans l'infrarouge. Et en faisant cette découverte-là, il a permis de pouvoir utiliser l'énergie solaire jusqu'à aujourd'hui comme une énergie qui va permettre de chauffer l'eau. Et le deuxième, donc ça c'est l'énergie solaire, donc comment utiliser les énergies renouvelables. Alors, on peut dire que le film qu'il a utilisé, c'était un film nanométrique, hein, c'était un film d'une épaisseur nanométrique. Et le deuxième chercheur, Lucien Yehuda, aujourd'hui, Lucien Yehuda Broniski, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est un homme formidable, qui est marié avec aussi une chercheuse et je pourrais dire une directrice vraiment hors pair, d'ITA. Ils ont tous les deux monté une société qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Ormat, qui est une société qui fait du stockage d'énergie ou d'utilisation d'énergie thermique. Et donc là, on a deux exemples d'un Olé Hadash, d'un nouvel immigrant qui vient d'Angleterre, qui a contribué à l'utilisation de l'énergie solaire.
et d'un deuxième immigrant qui venait de France. Lucien, était d'origine polonaise, mais il venait de France directement, en Israël, qui ont contribué, lui, au stockage d'énergie. Et ces deux points, le stockage, l'utilisation de l'énergie et le stockage d'énergie, c'est toujours ce qui nous préoccupe aujourd'hui en Israël et en général dans le monde. Pour ça, il n'y a pas tellement de différence, mais en Israël, c'est encore plus fort. Parce que pour avoir une indépendance énergétique aujourd'hui et pour pouvoir contribuer aussi à décroître notre influence sur le changement climatique, on est obligé d'utiliser l'énergie solaire, qui est une énergie variable. Et cette énergie variable solaire, on peut pas, aujourd'hui, on ne sait pas la stocker de façon efficace. On n'a pas les moyens de stocker autant d'énergie solaire qu'on peut produire. Et c'est là, sans doute là, que les nanotechnologies vont devenir le plus importantes aujourd'hui. Donc, c'est un besoin qui est un besoin sociétal. Aujourd'hui, on voit que le monde entier est tenu par quelques gazoducs, un gazoduc qui vient de Russie. Et l'indépendance qu'on peut avoir, l'indépendance énergétique, c'est pas seulement de l'indépendance économique, ça peut être aussi de l'indépendance politique, on le voit aujourd'hui. L'Europe est vraiment les mains liées devant la Russie. Je vais essayer de ne pas trop parler de la Russie, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet du jour, mais enfin, en tout cas, nous, on essaye aussi, comme Yael l'a dit, on essaye d'aider les scientifiques. On a une scientifique ukrainienne qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, avant la crise, Natalia Dutchenko, et qui est maintenant, qui fait chez nous, qui s'occupe des nanomatériaux. Donc ça c'est des besoins qui existent partout, d'avoir une indépendance qui soit une indépendance énergétique. Et pour ça, on est obligé d'utiliser des énergies qui sont des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, elles ont un gros défaut, c'est qu'elles sont variables. Ça veut dire qu'on n'est pas aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, et même si on était capable de prévoir exactement quand est-ce qu'il y aura du soleil, du vent, des vagues, on ne peut pas avoir une continuité dans l'énergie, ni d'énergie électrique, ni de l'énergie chimique. Donc, utiliser ça comme un combustible. Et donc, pour cette variabilité, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de stocker l'énergie. Et le stockage de l'énergie, c'est le besoin qui existe aujourd'hui et qui existait déjà il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on parle de plusieurs térawatts-heure pour Israël. Donc, celui qui suit sa consommation d'électricité, il voit combien il consomme en kilowattheure tous les mois. Donc là, on ne parle pas de kilowattheure, on ne parle pas de mégawattheure, on parle de térawatts. Donc, c'est 1 million de fois plus. Et pour ça, on a aussi un besoin d'utiliser des nouvelles technologies. Alors, pour ça aussi, je vais essayer de faire la différence qui existe entre le mythe et la science. C'est important toujours d'avoir une vision, mais c'est aussi important de savoir, d'avoir les pieds sur terre. Donc, le mythe, c'est de dire que les nanotechnologies, c'est un monde différent et qu'on va pouvoir utiliser ces technologies-là et on ne va plus être soumis aux lois de la thermodynamique. Les lois de thermodynamique, pour ceux qui font de la physique, ils les connaissent. Pour ceux qui ne font pas de la physique, c'est des lois qui sont très simples. C'est des lois qui vont régir l'échange d'énergie qu'il y a entre deux systèmes et l'ordre et le désordre qu'il y a dans ces systèmes-là. Donc là, on n'a pas de nouvelle science. La physique reste de la physique, la chimie reste de la chimie, la biologie reste de la biologie. C'est simplement qu'on va le faire à une autre échelle. Donc, on ne va pas pouvoir prendre un matériau et dire que ce matériau, il va pouvoir stocker plus d'énergie que s'il n'était pas d'une taille nano. Alors, où est-ce que les nanotechnologies vont être importantes? C'est qu'on va changer la vitesse d'échange. Donc, on ne va pas changer l'intérieur, on va changer juste l'extérieur. Et la vitesse d'échange de ces réactions va devenir beaucoup plus grande. En quoi c'est important? Je vais donner un exemple simple. Si on veut charger sa batterie
si on a une voiture électrique ou si on a des batteries qui sont utilisées pour être chargées avec des panneaux solaires, aujourd'hui, on peut le faire en 2 heures, 3 heures, 4 heures. Celui qui a un téléphone à la maison, il sait à peu près combien de temps ça prend de charger une batterie. Et plus la batterie est grosse, plus il faut prendre du temps pour la charger. Donc, on a des vitesses de charge qui sont de plus en plus faibles. Si on veut faire plus vite, on a des soucis qui sont des soucis d'échange. Et donc là, on est obligé d'aller vers des nanotechnologies pour aller plus vite. Alors, ça pose d'autres problèmes, parce qu'on n'a pas tout résolu avec ça. Et encore une fois, si on veut charger plus vite, il faut aussi pouvoir amener tous ces électrons. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Donc, le stockage d'énergie, il peut être changé par le fait qu'on va avoir des matériaux qui sont plus rapides pour pouvoir échanger à la fois de la matière. Donc, si c'est des batteries lithium, ce sont des ions lithium qui vont naviguer ou alors qui vont échanger des électrons. Et ça, c'est ce qu'on a vu au départ pour des nanotubes de carbone. Donc, ça c'est des technologies qui existent déjà. Et, par exemple, je suis dans une société, je suis pas dans une société, je suis dans le comité de directeur d'une société qui produit des nanotubes de carbone qu'on ajoute dans des batteries. Je ne vais pas dire le nom parce que j'ai un intérêt, là, je suis dans le comité de cette société, mais c'est vraiment une société qui, par un petit ajout, un petit additif qu'on met dans la batterie, peut faire changer énormément la capacité de la batterie à se recharger beaucoup plus vite. Donc là, on est capable de le faire aujourd'hui avec très peu de matériaux, de façon économique. Et ça peut avoir un vrai impact sur le développement des batteries et donc le changement climatique, puisque aujourd'hui, ce qui limite les panneaux solaires, qui sont devenus beaucoup moins chers que tout ce qu'on peut imaginer, c'est uniquement les batteries. Alors, les panneaux solaires eux-mêmes, il y a eu un moment donné où on pensait qu'ils allaient devenir aussi nanométriques. Et aujourd'hui, les panneaux solaires qui sont les plus utilisés sont faits à partir de silicium. Les panneaux de silicium, c'est des panneaux qui ne sont pas du tout nanométriques, qui font plusieurs dizaines de microns d'épaisseur, dans le cas le plus fin. Mais il y a des technologies nouvelles qui utilisent elles aussi des nanoparticules. Seulement, elles sont arrivées déjà il y a près de 30 ans et elles n'ont pas fait énormément d'impact parce que les coûts de production sont tellement bas pour les panneaux de silicium, que toute technologie nouvelle doit démontrer un avantage qui est beaucoup plus grand que ce qu'on montre aujourd'hui. Donc, les panneaux solaires qui sont capables de convertir à peu près 20% de l'énergie solaire qui est reçue en énergie électrique sont déjà très proches de la limite thermodynamique. Et comme il n'y a pas de limite de vitesse, de cinétique, comme j'ai dit avant, donc il n'y a pas de raison d'aller utiliser les nanotechnologies dans ce domaine-là. Et ils sont aussi très économiques, ça coûte très peu cher de produire un panneau solaire à très grande échelle. Donc là, l'apport des nanos va être mineur et apparemment ne va pas avoir lieu, même s'il y avait beaucoup de promesses pour des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques qui soient nanoscopiques. Apparemment, ça n'aura pas lieu, même s'il y a toujours de la recherche. Donc on ne peut jamais complètement fermer la page, mais on peut dire de façon assez sereine que le problème est déjà résolu. Mais le deuxième problème qui existe, donc de stocker l'énergie à la fois pour des périodes courtes, donc on a le soleil pendant la journée et on l'utilise pendant la nuit, l'électricité, ou pour des périodes longues, on va pouvoir produire de l'électricité pendant l'été et on va pouvoir l'utiliser pendant l'hiver. Alors, ce ne sont pas des choses qu'on a résolues jusqu'à présent. Et donc, pour ça, il y a besoin d'utiliser des matériaux qui vont être beaucoup plus rapides, qui vont permettre d'utiliser cette énergie renouvelable de façon continue. Donc, quel est aujourd'hui le domaine de recherche qui est le plus important? C'est de trouver l'avenir, le remplacement pour des batteries lithium.
parce que les batteries lithium utilisent des matériaux qui sont, qu'on dit des matériaux critiques, comme le nickel, comme le cobalt, donc tous ces éléments, tous ces métaux-là et le lithium lui-même. Et on n'en a pas assez pour que le développement durable soit maintenu sur plusieurs générations. Par exemple, le cobalt, qui est utilisé dans les batteries, il vient du Congo, donc il y a évidemment des problèmes éthiques parce que c'est les conditions là-bas, avec le travail des enfants, avec le semi-esclavage. Enfin, il y a beaucoup de sociétés qui sortent, qui essayent de trouver un remplacement au cobalt parce que c'est pas du tout équitable pour les pays comme le Congo. Et en plus, ce n'est pas durable parce qu'on n'a pas assez de cobalt pour plus que 50 ans à venir. Donc, même si on recycle les choses, ce ne sera pas tenable. C'est pareil pour le lithium. Le lithium, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Russie, mais il n'y en a pas assez, il n'est pas assez développé, il n'est pas assez réparti dans le monde de façon équitable. Donc là aussi, on essaye de sortir de ces batteries au lithium. Donc, un des domaines de recherche que nous-mêmes, on utilise et qu'on recherche et qui est beaucoup recherché dans le monde, c'est de passer au sodium. Le sodium, il y en a dans la mer, hein, le sel de mer, c'est le chlorure de sodium, le sel de table. Donc, d'utiliser la même technologie, mais en passant au sodium. Donc ça, on a énormément de recherches qui sont faites là-dessus. Et le sodium et le lithium, en chimie, c'est des ions qui sont très proches, mais qui n'ont pas tout à fait la même taille. Et ce pas tout à fait la même taille va beaucoup compliquer la façon dont on va produire les batteries. Et pour utiliser ce type de matériaux, comme les batteries sodium-ion, donc on va devoir changer les matériaux, utiliser des matériaux qui sont qui ont un transport d'ions qui est beaucoup plus rapide. Et nous, aujourd'hui, par exemple, dans mon laboratoire, on utilise des nanotubes de carbone qui vont transférer les sodiums à l'intérieur d'un tube qui est 10 000 fois plus petit qu'un cheveu. Et le fait de le faire passer dans ce nanotube, eh bien, ça va changer la vitesse du sodium. Pourquoi? Parce qu'il est plus attaché à des molécules d'eau, par exemple, dans le cas de l'eau ou d'autres. Et donc, il va aller beaucoup plus vite et ça va permettre de recharger ces batteries, de les charger, de les recharger de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un domaine qui est important. C'est le domaine où on va pouvoir stocker de l'énergie pour le jour, pour quelques heures. Et un deuxième domaine qui est très important, c'est le stockage d'énergie de très longue durée. Donc, qu'est-ce qui se passe si on veut stocker l'énergie pour plusieurs mois? Aujourd'hui, si on veut faire ça, il n'y a pas beaucoup de moyens. À peu près le seul moyen qu'on a, c'est de prendre du diesel, de le stocker à un endroit et de faire une cuve de diesel qui va rester là pendant très longtemps. Bon, le cuve de diesel, c'est un petit problème, c'est que les bactéries attaquent le diesel. Donc, de temps en temps, il faut changer le diesel ou il faut vérifier qu'il n'a pas été mangé par les bactéries. C'est quelque chose qui arrive. Mais pour faire ça, un des moyens auquel on pense aujourd'hui, c'est d'utiliser l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, c'est un gaz qui est très léger, qui est aussi explosif, mais qu'on peut utiliser pour se chauffer. Et le gros avantage de l'hydrogène, c'est que lorsqu'on le brûle, il ne donne pas de dioxyde de carbone. Il ne donne que de l'eau. Donc, il y a un domaine de recherche, c'est de dire on va utiliser l'électricité pour produire de l'hydrogène. Cet hydrogène va être stocké sous pression pendant des mois. Et ensuite, on va l'utiliser soit de façon directe en le brûlant pour donner de la chaleur, soit dans une sorte de batterie qui va donner de l'électricité et qui va reproduire de l'eau, mais de façon électrochimique. Donc, pour ça, on est obligé d'utiliser des nanoparticules qui ont la capacité de faire cette réaction-là, donc de l'eau jusqu'à l'hydrogène ou de l'hydrogène jusqu'à l'eau, de façon beaucoup plus réversible, donc de façon beaucoup plus facile que si on utilise des matériaux qui ne sont pas nanométriques. On peut penser à ça comme étant vraiment un effet de surface. Ça veut dire que si on a un objet qui est de plus en plus petit, sa surface est de plus en plus grande.
par rapport à son intérieur. Et donc, on va avoir une vitesse qui va devenir de plus en plus importante. Donc, ces aspects de vitesse de réaction, c'est vraiment lié à la taille nanométrique. Et pour ça, on peut faire des lois en disant que la vitesse va augmenter en fonction de la diminution de la taille. Et un autre avantage, c'est qu'on va utiliser moins de ces matériaux qui sont aujourd'hui des matériaux critiques, les métaux. Donc, en faisant des petites tailles de catalyseurs, de nanoparticules, on a de plus en plus d'utilisation des métaux et on va avoir une rapidité de la réaction. Donc, pour ça, c'est important d'avoir cette grande surface. Donc, voilà, j'ai parlé à peu près de tous les sujets. Donc, pour finir, vraiment une phrase, c'est que les nanotechnologies sont importantes lorsqu'on va avoir un besoin de réactivité, un besoin de transport pour avoir du stockage d'énergie qui soit plus efficace et plus économique. Et c'est comme ça qu'on va permettre le développement durable par le fait qu'on va pouvoir avoir de plus en plus de panneaux solaires dans le réseau électrique. Voilà, maintenant, je pense que je préférais que ce soit ouvert aux questions et qu'on dialogue plus qu'autre chose. Donc, je remercie encore une fois tous les organisateurs et ceux qui m'ont écrit aussi sur le chat. Je vois que j'ai un ancien étudiant à moi qui est là, qui s'est connecté, donc je le salue aussi. Et je vais peut-être répondre juste à la question de Shlomo Cohen, qui demande si les nanotechnologies ne respectent pas les lois de la thermodynamique. Si, ils respectent. C'est vraiment juste un changement de vitesse. La thermodynamique, c'est où on va arriver. D'accord ? Si on fait une analogie avec le voyage, la thermodynamique, c'est de là où on part vers là où on arrive, la destination, et la cinétique, c'est à quelle vitesse on va entre les deux points. Et donc, les nanotechnologies, elles ne changent pas ni le point de départ ni le point d'arrivée, juste la vitesse entre les deux. Et merci Nicole, c'est sympa. Tu as répondu à la question d'Alex. C'est vrai que je me sens un petit peu... Mes derniers cours de chimie remontent en classe de seconde, ça fait quelques années. Donc, je ne me sens pas tout à fait prêt à poser des questions. Je crois que tu nous as fait une grande, comment on dit, l'histoire pétard, une fenêtre sur ce monde de la nanotechnologie qui, effectivement, était beaucoup plus un monde pour beaucoup de mythes que de réalité, parce que c'est un terme qui était très souvent employé en Israël dans les dernières années. On voyait ça comme un avenir immédiat. Je crois que tu as remis un petit peu les pendules à l'heure, même si c'est un monde qui est plein de projets, qui est plein d'avenir, mais qui apparemment encore une réflexion à long terme dans un domaine très très particulier sur lequel il pourra avoir une influence, mais apparemment ça va prendre du temps. Est-ce qu'il y a un projet israélien particulier, j'allais dire, que l'université de Bar-Ilan, que l'État d'Israël ou le ministère de l'énergie ou quelque chose prend en charge et qui est connu et dont on peut parler, ou tout ça reste encore du domaine de recherche très théorique, quelque chose de un peu israélien, quoi, pour parler à nos amis qui sont en France, de savoir en quoi nous avons une avancée particulière dans ce domaine? Oui, bien sûr. Oui. Ok, donc moi j'ai parlé uniquement d'un aspect, hein. J'ai parlé que des énergies renouvelables, je n'ai pas du tout parlé de ce qui se passe pour vectoriser des médicaments, pour tout ce qui est l'application au vivant. Donc, les mots, tout ce que j'ai dit sur les nanos, c'est uniquement dans le domaine que je connais, qui est le domaine des énergies renouvelables, hein. Et oui, il y a des sociétés qui sont des sociétés qui sont vraiment innovantes. Je peux citer une société, je pense, qui est vraiment en ce moment, qui est assez en avance sur ce domaine-là, qui s'appelle la société H2Pro, donc H2Pro. Donc, c'est une société qui est... Bon, là, je suis désolé de faire de la pub pour les concurrents, hein, mais bon, on est tous des chercheurs, hein, donc c'est une société qui vient du Technion, qui a été montée par un collègue qui s'appelle Avner Rothschild.
Et c'est une société qui produit de l'hydrogène avec vraiment une technologie très innovante en utilisant un peu l'approche japonaise. Au lieu de faire un grand pas qui coûte beaucoup, ils font plusieurs petits pas qui coûtent moins. D'accord ? Donc, c'est vraiment expliquer avec les mains leur technologie, mais pour celui qui veut rentrer dans ce domaine-là, vraiment, c'est l'idée. Et à Bar-Ilan, alors, je vais parler d'un grand projet qui existe à Bar-Ilan. Il y a deux grandes sociétés. Donc, une première qui a été fondée par le président de l'université, Aryeh Tsaban. Et donc, cette société-là s'appelle Finergy. Et ce qu'elle utilise aujourd'hui, c'est de l'aluminium pour pouvoir produire l'énergie. Donc, c'est une batterie qui, au lieu de fonctionner avec du lithium ou du sodium, comme j'ai dit avant, elle fonctionne avec de l'aluminium. Donc, il faut imaginer qu'on a une feuille d'aluminium, un peu comme celle qu'on utilise à la maison, d'ailleurs. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir d'aluminium de très, très grande qualité. L'aluminium qu'on a à la maison, il est déjà de très bonne qualité, puisque c'est alimentaire. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Et l'aluminium, comme la plupart des métaux, va réagir, va s'oxyder. Et donc, cette oxydation, elle produit de l'énergie. Et aujourd'hui, on utilise ça comme des batteries de secours. Donc, cette société qui est aujourd'hui cotée en bourse, c'est une assez grosse société, a un site de production en Inde où ils ont des batteries de secours qui sont UPS, donc c'est en cas d'urgence, qui sont utilisées plutôt pour les antennes télécom. Donc ça, c'est un des exemples de cette société-là. Il y a une deuxième société avec laquelle je travaille, qui vient aussi de Bar-Ilan, où là, c'est une société de prédiction qui va utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir synthétiser des matériaux, pour pouvoir fabriquer des matériaux et des nanomatériaux en sachant ce qu'on veut obtenir. Donc, en général, quand on fabrique un matériau, c'est comme quand on fait une recette de cuisine, on sait les ingrédients qu'on va mettre dedans, et donc on peut imaginer le goût qu'il va y avoir à la fin. Imagine qu'on puisse savoir quel est le goût qu'on veut avoir, donc savoir quelle est la propriété qu'on veut avoir, et comme ça, l'intelligence artificielle va savoir quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dedans. Je ne sais pas si un jour on va avoir de la cuisine comme ça, de la cuisine qui soit faite avec l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, on fait de la chimie comme ça. C'est-à-dire qu'on a une prédiction sur une propriété qu'on veut obtenir, et ensuite, on va savoir quels sont les matériaux qu'il va falloir fabriquer. Une question sur les algues, mais je ne sais pas si c'est ton domaine, tu regarderas. Oui, les algues, oui. Ce n'est pas mon domaine, enfin, je donne un cours là-dessus. Donc. Oui, les algues. Alors, c'est tout ce qui est biomasse, c'est très, très important. Et il y a une grande question qui est aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va utiliser toute la terre ? On n'a pas beaucoup de terre en Israël, et puis en général, dans la plupart des pays, on n'a pas énormément de terre qui est une terre agricole. Est-ce qu'on va utiliser cette terre-là pour cultiver des plantes qu'on va manger ou pour cultiver des plantes qu'on va transformer en essence ? La réponse, c'est assez clairement, on ne peut pas tellement faire comme le Brésil et faire des champs immenses qui vont être utilisés pour produire du bioéthanol. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser plus des algues, par exemple, qui sont plus rapides, qui ne vont pas prendre de la terre aux dépens de l'agriculture. Mais il n'y a pas de nano. Merci David. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je crois qu'on commence à mieux connaître, à mieux saisir. En tout cas, on n'entendra plus le mot nanotechnologie de la même façon, avec une approche un peu plus professionnelle grâce à toi, en tout cas moins amateur. Et vraiment, je remercie l'université de Bar-Ilan et nous apprécions tous les jours un peu plus ces profs, un peu une petite fierté quand même que nous ayons des francophones, des originaires de France, aussi nombreux qui sont des chercheurs de pointe dans des domaines très avancés. C'est un plaisir de vous avoir connu, David Zitoun. Je remercie Yael
Nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h hors de Paris pour quelque chose de beaucoup plus léger, puisque nous rentrons dans la semaine de Pourim. En Israël, dans la tradition de la semaine de Pourim, nous faisons des choses beaucoup plus légères. Donc, ça sera un cours de cuisine israélienne. Donc, c'est notre cuisine, comme l'a dit David. Je ne sais pas si on aura les ingrédients avant ou la recette ensuite. Mais en tout cas, le chef Ben Simon, un des grands chefs israéliens, des grands hôtels israéliens, nous donnera un petit cours de cuisine israélienne à l'occasion de Pourim. Shabbat Shalom de Jérusalem, Shabbat Shalom du Shomron, de Tel Aviv, à tous nos auditeurs à Paris et en province. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.